Salut à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire Chizell, et pour ceux qui sont venus chercher du sang, vous vous êtes trompés de vidéo. Je vais juste prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça, analyser de loin cette histoire avec le regard que j'ai de l'extérieur, et voir quelles leçons on peut en tirer pour éviter de reproduire les mêmes erreurs en fait, et d'arriver à des situations difficiles alors qu'on aurait pu les éviter. Donc c'est une analyse après coup. L'idée c'est pas de faire la leçon à qui que ce soit, hein, c'est juste de réfléchir et de voir si on peut éviter par la suite ce genre d'erreur. Pour le détail événementiel et tout ce qui s'est dit autour de cette histoire, vous avez déjà des tonnes de vidéos sur la chaîne de Psychodélique, sur la chaîne de Lilith, sur la chaîne de Zioclo. Avec toutes ces vidéos-là, ça vous donnera une vision de l'histoire qui sera assez précise. Et pour finir sur le petit disclaimer de début, j'ai déjà donné mon ressenti à travers ma fable, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Dedans, cette fable aussi, j'ai exprimé 2-3 idées que je vais reprendre et développer ici. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans l'émotionnel et je rentre tout de suite dans l'analyse. Donc, avec ce que je sais et ce que j'ai vu, cette histoire, pour moi, c'est une histoire, somme toute, très classique de personnes, de conflits de personnes et de mauvaise gestion humaine. Ce sont des conflits que je vois depuis l'école primaire et jusqu'à maintenant. Ce sont des conflits machin qui ment, machin qui parle dans le dos, machin qui manipule machin, ce genre de choses. Je le vois partout, dans tous les milieux, que ce soit associatif, professionnel, que ce soit même personnel. Je l'ai vu aussi quand j'ai commencé à jouer en ligne au début des années 2000, avec les forums, les guildes, tout ça dans les MMORPG. Donc, ce genre de conflits-là, d'humains, ce sont des conflits qu'on retrouve très fréquemment, qui sont très classiques, communs en fait. Ce qui a fait que cette histoire a pris une telle ampleur, c'est principalement parce qu'on parle d'une population de victimes de VSS, qui étaient victimes avant ça, parce que les conséquences du coup avec des personnes fragiles, des personnes qui ont un vécu difficile et qui sont dans une période en plus, puisque les victimes venaient pour apporter leur témoignage, donc ils sont dans une période difficile, encore plus que d'habitude, à ce moment-là. Donc du coup, le moindre conflit, la moindre parole qui est mal prononcée peut prendre une ampleur qu'elle ne devrait pas avoir. Alors, je parle pas et j'exclus bien évidemment les 2 derniers lives qui pour moi sont le franchissement de la ligne rouge. Je parle des 2 derniers lives de Chizell. Et cette ligne rouge qui a été franchie, là on rentre dans un domaine qui est plutôt légal. Du coup, je crois qu'il y a des dépôts de plainte et que du coup la justice fera son travail. C'est à elle de juger et pas à nous. Donc, pour moi, cette histoire, il n'y a pas de grand chose de très grave dedans, à part les 2 derniers lives. C'est juste du conflit de personnes. Je veux dire, on n'est pas dans le cadre de vidéastes qui ont été accusés d'agression, de viol, de harcèlement autre que du harcèlement internet. Alors je ne dis pas qu'il faut faire du harcèlement, hein. Vous connaissez mon discours, j'ai toujours été contre, et je suis contre le principe. Vous me verrez vraiment très rarement répondre méchamment sur internet, même si ça peut arriver. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de harceler. Maintenant, je fais quand même une différence entre du cyberharcèlement et du harcèlement réel. Pour revenir au fond de cette histoire, pour moi, il n'y a pas énormément de choses. C'est quelque chose qui a explosé. Et voilà. Je ne vais pas revenir particulièrement sur le côté humain. En prenant un peu de hauteur, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que, premièrement, quand on se met en public, qu'on met sa parole en public, il y a des conséquences, qu'on soit un vidéaste, qu'on soit une victime, n'importe quoi, que ce soit un artiste qui monte sur scène ou un journaliste qui parle devant une caméra ou un politique qui fait un discours, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi, dans le sens où quand on se met en public, il y a des conséquences qui vont arriver. Il va y avoir d'abord, tout le monde qui se met en public devrait le savoir et normalement le sait, on ne peut satisfaire tout le monde. Ce qui fait qu'on aura systématiquement des gens qui viendront critiquer, qui viendront y compris nous détester, nous insulter, etc. Donc,
Ça, c'est quelque chose qui fait partie du truc, même si c'est pénible et même si ça ne devrait pas exister, il n'empêche que ça fait partie du principe et que donc on doit être prêt à encaisser ce genre de choses. Et je remercie Vous avez le droit qui m'a rappelé une citation de Beaumarchais dans sa dernière vidéo qui disait « Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Et la suite de cette citation, c'est qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Et je trouve que cette citation est intéressante, justement, et elle s'applique à nous, puisqu'en fait, on ne se fait critiquer finalement qu'à travers quelques tweets, et franchement, ça n'a pas un gros impact. En tout cas, si on est quelqu'un d'équilibré, de stable dans sa tête, et qu'on est au courant qu'on risque, quand on se met en public, de prendre des vagues d'insultes ou autres, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas d'accord, c'est à nous de savoir comment réagir et de ne pas leur donner plus d'importance qu'elles ne le méritent. L'autre côté que je trouve aussi piégeux, quand on se met en public, c'est au cas où on prend de la notoriété, au cas où ça marche. Là aussi, il faut quand même avoir un certain équilibre, une certaine stabilité pour pouvoir rester comme avant en fait. Le fait d'être connu, ça change quand même pas mal la vie. Alors, à travers Internet, quand on est quelque part des micro-célébrités, ce qui n'est même pas mon cas, hein, vu le nombre d'abonnés que j'ai sur mes deux chaînes, voilà, mais même quand on est des micro-célébrités comme Psychodélique, qui a ses 200 000 abonnés, on a dans le tas des fans, et certains sont quand même pas mieux que ceux qui nous insultent, en fait. C'est toujours le problème, on va te retrouver avec les deux extrêmes, et au niveau de son ego, au niveau de sa façon de gérer son image publique et ses relations publiques, il y a quand même des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. On ne citera plus le nombre d'exemples d'artistes qui ont pris la grosse tête et qui sont devenus, pardonnez l'expression, des sombres connards par la suite. Voilà. Donc là encore, ce sont des comportements humains qui sont toutes classiques, mais c'est bien d'y faire attention et d'y réfléchir avant de se mettre en public. Justement, pour revenir sur le problème de cette histoire, qui sont donc des victimes, c'est qu'on parle d'une population de victimes et que nos paroles publiques ou même privées peuvent avoir des conséquences qui sont plus graves qu'avec des personnes qui ne sont pas dans une situation ou de dépression ou qui ont eu un vécu difficile. Là où je veux en venir, c'est que si je reprends un peu cette histoire-là, au début, quand Prune a contacté Chazelle, c'était une démarche personnelle. Elle voulait avoir un pupitre public pour pouvoir exprimer son témoignage, et Chazelle le lui a offert. Moi, j'étais favorable à ça. Je trouvais que la démarche était bonne. Donc, j'ai soutenu tout le projet, et je pense que c'est toujours une bonne idée. Par contre, ça a créé un appel d'air, et ensuite de nombreuses victimes ont contacté l'équipe pour faire la même chose. Or là, on arrive avec plus de gens, et du coup, alors je ne vais pas critiquer la gestion qu'a menée l'équipe de Chazelle, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, moi j'étais pas présent et j'étais pas dans les boucles privées. J'imagine que ça s'est très bien passé avec plein de gens et qu'il y a eu quelques dysfonctionnements avec d'autres. Il n'empêche que gérer des victimes à plus grande échelle, pour moi, à un moment donné, ça devient un métier. Pourquoi je parle de ça? Dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, j'ai été prof des écoles, donc j'avais des élèves de la maternelle, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. J'y suis resté une quinzaine d'années à peu près dans l'éducation nationale, et j'ai démissionné il y a une dizaine d'années pour rentrer dans le métier du spectacle. Et hélas, dans ma carrière, j'ai eu à gérer des victimes, des enfants, des élèves du coup, qui sont venus me parler. J'ai eu à faire des signalements. Et même si, en tant qu'enseignant, nous ne sommes pas des professionnels de ce genre de choses, on a quand même une formation initiale qui nous permet au moins d'éviter certains écueils, qui nous permet de connaître les procédures légales et administratives qu'on doit suivre quand on est dans cette situation-là. Et ensuite, on a aussi des conseils et des formations, ne serait-ce que dans la formation continue, ne serait-ce que le contact avec nos collègues, pour pouvoir gérer les élèves 6 heures par jour, tous les jours ouvrés qu'on a de la semaine, où on a les élèves dans la classe.
Parce qu'il y a quand même une façon de gérer son relationnel avec un élève qui est victime. Donc, il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire, qui sont plus ou moins graves, peu importe. Mais voilà, au moins l'avantage qu'on a, alors même si ce n'était pas le cœur de notre métier d'encadrer des victimes en tant qu'enseignant, on avait quand même une formation initiale, on avait quand même une formation continue, elle a le mérite d'exister, hein, on peut la critiquer, mais au moins elle était là. Je me rappelle d'une conférence qu'on avait eue avec la procureure de Vienne sur le cadre légal justement des enseignants dans plusieurs situations données, et c'était très intéressant. Par rapport au contact, et quand on avait un élève qui venait justement soit se plaindre d'agression ou de choses plus ou moins graves, il y a aussi la façon de le questionner. Nous n'étions pas des enquêteurs en tant que profs, par contre on a besoin quand même d'informations pour au moins évaluer si ça nécessite de faire remonter ce témoignage-là à la hiérarchie et ensuite d'activer toutes les procédures administratives dont on dispose. Ça peut être justement contacter la police, ça peut être contacter les assistantes sociales, ça peut être contacter les psychologues. Bien évidemment, toute notre hiérarchie est au courant. Donc, on a quand même une façon de questionner l'élève, et par le questionnement, on peut induire des réponses. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant à la façon dont on va poser nos questions. C'est pour ça que quand de nombreuses victimes ont commencé à contacter l'équipe de Chazel pour faire la même chose que Prune, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas jouer le rabat-joie et que c'est pas à moi de parler ne connaissant pas le cadre qui est derrière, mais j'étais quand même assez dubitatif en me disant des amateurs qui n'ont jamais fait ça, il risque d'y avoir des erreurs de fait et ça peut avoir quelques conséquences. La deuxième chose aussi sur ce côté-là que je veux préciser, c'est que je pensais que Chazel était expérimenté dans le domaine justement de la vidéo et de son image publique. Donc il allait éviter l'écueil et ce travers qu'on a avec de la notoriété tout simplement. Deuxièmement, il y a le problème de la coupure, de la scission. Quand on travaille en tant que professionnel avec des victimes, on a toujours un certain recul affectif, émotionnel, avec la personne qu'on a en face. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie, ça veut dire qu'on est capable de contrôler notre compassion et notre empathie pour qu'elle ne soit pas totale. À partir du moment où on rentre trop dans l'émotion, on perd le recul qu'on pouvait avoir au niveau de notre réflexion, on va avoir une tendance à penser de manière plus manichéenne, on va avoir tendance à être beaucoup plus sujet au biais de confirmation, et donc on va devenir contre-productif parce qu'on va passer à côté de certaines informations ou de certaines actions qu'on aurait dû mener, et on va aussi avoir tendance à prendre des décisions qui seront plus dictées par l'émotion que par la raison. C'est pour ça qu'il faut avoir un recul pour le bien en fait de la personne de laquelle on s'occupe. La deuxième chose, c'est de soi-même. C'est de se protéger soi-même. Il n'est pas possible humainement de tenir tous les jours, toutes les heures de travail, y compris le soir pour certains, dans une ambiance qui est aussi toxique. Je veux dire, absorber comme une éponge des émotions négatives, le malheur des gens, l'agressivité, il faut à un moment donné faire une coupure. En tant que professionnel, on a le week-end, on a des vacances, et on peut le dimanche penser complètement à autre chose et reprendre le boulot lundi matin comme un boulot normal. Et cette coupure-là, où on pense plus du tout à ce travail-là, elle est importante. Ne serait-ce que pour fréquenter des gens qui vont bien. Notre monde est rempli de bonnes personnes, de bonnes situations, et on a besoin de quelque part de ces énergies positives. Alors, j'aime pas trop ces termes, mais on a besoin de cet environnement positif pour qu'on ait au moins l'image que le monde, c'est pas que des gens qui se font agresser, ou que des enfants en difficulté, ou que des gens à problème. C'est pour moi le travers qu'il y a dans beaucoup de professions et de travailleurs sociaux, y compris dans la police, qui à force d'être toujours au contact des mêmes populations, finissent par penser que que ces populations-là sont représentatives de l'ensemble. Et c'est le deuxième travers, je pense, dans lequel est tombée l'équipe de Chazel, c'est de ne plus avoir de coupure, de ne plus avoir de recul, et d'être corrompu quelque part par ce côté négatif. Et c'est totalement humain, même en étant quelqu'un d'équilibré, on finira par craquer à un moment donné. Pourquoi je parle de tout ça?
Parce que j'ai vu justement qu'après cette histoire-là de Prune, elle a décidé de prendre la suite toute seule, ce que je peux très bien comprendre, et du coup, de amener les preuves elle-même de son témoignage. Elle a besoin pour ça d'un petit peu de matériel. Du coup, une autre personne que Prune a fait une cagnotte pour l'aider à s'équiper. Alors bon, tout de suite, je mets les choses au clair. Dans la description, elle est quand même assez claire. C'est une cagnotte pour faire un cadeau à quelqu'un qui a envie de la soutenir. C'est un peu comme quand on fait une cagnotte pour un anniversaire. Bon, ben là, la différence, c'est que le cercle de copains est beaucoup plus grand. Maintenant, je pense, l'écueil auquel il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, du coup, que Chazelle. Et notamment, par rapport à la gestion d'un groupe de victimes, c'est qui est différent de gérer une personne. Et ensuite, par rapport, justement, à la gestion de cette image publique, à la parole publique, qui peut poser de gros problèmes à plusieurs niveaux. Ce qui est dit dans le descriptif de la cagnotte, donc c'est la cagnotte Litchi de Prune, là elle est à 400 €, ce qui est très bien. Alors moi je ne suis pas opposé au truc, hein, voilà, c'est juste des gens qui veulent lui faire un cadeau, très bien. Alors dans le texte, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Aujourd'hui, je vous le surligne ici, c'est ce passage-là. Aujourd'hui, Prune souhaite continuer son combat seul, très bien, en ouvrant ou en représentant une structure d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, je trouve que c'est intéressant, particulièrement dans le cadre de la représentation. Ces associations ou les institutions qui font de l'aide aux victimes, il y en a beaucoup qui sont composées soit de professionnels, soit d'amateurs, mais expérimentés, qui ont pris de la formation et qui, avec le temps, ont fini par avoir l'expérience, et donc à avoir un encadrement sérieux. Il y en a beaucoup, et je trouve que l'idée de se faire représentant d'une structure est bonne. Pourquoi pas créer un Discord de discussion, une plateforme pour faire par exemple du live, pour donner la parole à des victimes, mais en ayant l'encadrement d'une association sérieuse derrière, avec des gens qui sont formés, qui sont compétents, et qui peuvent prendre en charge justement l'encadrement juridique, l'encadrement psychologique, qui peuvent aussi accompagner réellement les victimes en cas de shitstorm, pour les aider éventuellement à gérer leur image publique, parce que même avec des anonymisations, etc., tôt ou tard, la personne ne sera plus anonyme. Dans ce genre d'histoire-là, il y a toujours plusieurs parties, et il se peut que celui qui se sente accusé, lui aussi, prenne la parole en public, et que progressivement, on sache de qui on parle et de quoi on parle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de délicat, qu'il faut être assez prudent avec ce genre de choses, et que du coup, le mieux serait effectivement d'être représentante d'une structure locale, par exemple. Ça pourrait aussi avoir l'avantage, c'est que si jamais le live fonctionne, et que le principe fonctionne et qu'il rapporte de l'argent, ça pourrait permettre aux gens qui le font fonctionner déjà de vivre, mais aussi, si jamais la chaîne fait du bénéfice, ou pas, ça peut être un accord en avance, peu importe, en tout cas ça peut permettre à l'association d'avoir un financement tout à fait officiel, et ça en plus, en contrepartie, ça redonne une légitimité à ce pôle médiatique, qui va être finalement le pôle de l'association. Donc je trouve que c'est du gagnant-gagnant de se joindre à une structure existante et de s'en faire la porte-parole. Voilà. Moi, cette idée-là, je la trouve très bonne. Ensuite, créer une structure, c'est très compliqué. Il va falloir regrouper des gens qui sont compétents, il va falloir les filtrer, parce que les gens ne sont pas toujours honnêtes. Il y en a qui peuvent paraître très sympas, etc., et qui se révèlent être des pervers narcissiques. C'est justement le principe. Hein. Et puis je vous renvoie sur ma vidéo sur les psychopathes. Donc, se joindre à une structure existante, je pense que c'est la solution la plus sage et la plus efficace. Après, chacun est libre, hein, mon avis n'est que mon avis, et chacun fait comme il veut. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette histoire, simplement que ça serait bien
qu'on ne l'oublie pas, dans le sens où on peut garder l'expérience de ce qui s'est passé pour éviter de reproduire les erreurs qu'il y a eu. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.